Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut français pour ce dernier plateau média du cycle Art et écologie, au cours duquel on a exploré ensemble cette année les pratiques artistiques et culturelles qui proposent des éléments de réponse face à la crise écologique. En nous intéressant au mouvement qu'on appelle parfois l'art écologique en février, puis aux structures qui soutiennent cette création écologique en juin dernier, on a pu peu à peu mieux cerner les acteurs de la culture écologique, mais aussi découvrir un riche éventail de pratiques et réfléchir au rôle que jouent non seulement les artistes, mais aussi les curateurs, les structures et les institutions dans les nécessaires dynamiques de changement de notre société. Il nous reste ce soir à interroger un dernier type d'acteur en la personne du professionnel de la culture, c'est-à-dire de celui ou celle qui monte et gère des projets culturels au quotidien. À l'heure où la mobilité des professionnels ne cesse de croître et où le bilan carbone des événements culturels reste considérable, quel type d'outils et de bonnes pratiques peut-on développer pour améliorer la soutenabilité d'une initiative culturelle ? C'est justement pour réfléchir à ces questions que nous donnons ce soir la parole à la communauté créative, afin d'interroger la responsabilité du monde de la culture dans l'urgence d'un changement de paradigme sociétal. J'ai autour de moi 4 professionnels engagés, avec notamment Efigenia Taxopoulou, qui est secrétaire générale du réseau européen Mythos 21 et partenaire associé de Julie's Bicycle. Gwendolyn Sharp, fondatrice de The Green Room et membre de plusieurs réseaux européens. Dimitri Yin, fondateur de la galerie d'art et résidence d'artistes Phoenix Athens. Et enfin, Maria Adela Konomi, fondatrice de la jeune plateforme On Materials. Bonsoir à tous les 4, bienvenue et merci d'être parmi nous ce soir pour partager ce temps de discussion. Avant de commencer, je rappelle comme d'habitude que ces plateaux médias sont vraiment pensés comme des temps de discussion ouverts. N'hésitez donc pas à réagir et à interpeller nos invités, que vous soyez d'ailleurs ici ce soir ou que vous nous suiviez en direct sur Facebook, grâce au hashtag IFG Live. Je vais tout de suite donner la parole à chacun et chacune d'entre vous pour que vous puissiez vous présenter brièvement et nous dire un peu quelle est votre activité. Ifigenia θα ξεκινήσουμε με σένα. Καλησπέρα. Δουλεύεις λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Mythos 21 και συνεργάζεσαι με την οργάνωση Julie's Bicycle στο Λονδίνο. Μπορείς λίγο να μας εξηγήσεις ποια είναι η δουλειά σου? Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε το Bonjour à tous. Nous remercions l'Institut français pour cette invitation et pour cette introduction. Très brièvement, car je pense que la partie la plus intéressante va suivre, ce sera notre discussion, le débat. Et comme Marc vient de le dire, je suis là en ma double qualité. Tout d'abord, en tant qu'associate partenaire associé de Julie's Bicycle. Mais je dirais très brièvement que je suis membre fondatrice et secrétaire générale du réseau Mythos 21, dont vous pouvez voir les membres sur l'écran. Notre réseau a été créé il y a près d'une décennie. Je dirais qu'il s'agit d'une plateforme plutôt de collaboration et moins un réseau qui fait office d'outils ou d'outils professionnels. Étant donné que nous parlons également des organismes de théâtre très importants en Europe, un des domaines, un des secteurs sur lesquels nous avons concentré nos activités, c'est le domaine de la gestion soutenable, faisant partie intégrante de la responsabilité sociétale en matière de culture. J'aimerais très brièvement présenter notre projet dans le cadre de Julie's Bicycle. Julie's Bicycle est une organisation à but non lucratif établie à Londres et qui a des activités sur le plan
internationale. Notre objectif consiste à mobiliser les acteurs de la culture et de la civilisation et de l'art pour qu'ils interviennent dans le domaine de l'environnement et notamment face à ce défi très important qui est le changement climatique. Pour y arriver, nous avons développé un système intégré de gestion durable pour les organismes culturels. Nous avons développé des outils spécialisés qui aident ces organismes en pratique et dans leur fonctionnement quotidien afin qu'ils puissent évaluer leur impact et qu'ils puissent également réduire cet impact et devenir plus respectueux de l'environnement. Par ailleurs, nous soutenons des acteurs de conception, d'élaboration de politiques comme le Arts Council au Royaume-Uni ou des gouvernements ou d'autres organismes de conception, d'élaboration de politiques afin de modifier petit à petit le cadre politique en matière de sensibilisation et de responsabilité environnementale. Par ailleurs, nous essayons de renforcer et de tenir compte de toutes les tendances artistiques qui émergent à travers le monde et qui ont une activité qui en caractère plus activiste en matière d'environnement. Ici, vous pouvez voir par exemple sur l'écran une œuvre d'Olafur Eliasson, Solar Lam. C'est un jeu artistique qui a été conçu pour permettre à certaines régions du monde qui n'ont pas accès à l'électricité de permettre à ces enfants, surtout, d'avoir l'électricité le soir dans leur chambre à la maison, alors que ces ressources aident, les recettes qui viennent de ces ventes aident à renforcer ce genre de projet. Nous avons également développé le système Creative Green. C'est un cadre dans lequel les organismes culturels peuvent développer un programme intégré de gestion soutenable. Il s'agit d'un modèle de certification écologique qui se fonde sur des outils qui sont dédiés et spécialement conçus pour la culture et qui aboutit à une certification avec la fourniture de matériel et de soutien qui permet à un organisme d'améliorer son impact environnemental, mais également du matériel pédagogique pour les acteurs culturels. Les 5 valeurs, les 5 principes fondamentaux sur lesquels se fonde ce programme, c'est l'engagement, c'est l'évaluation, la compréhension des résultats, l'amélioration et enfin la communication. Une communication qui ne peut se concevoir pour nous sans les 4 étapes précédentes, car sans cela, nous sommes dans la phase du greenwashing. Mais cette communication est indispensable car c'est grâce à cela que la culture peut mieux transmettre son message, son paradigme. Par ailleurs, la politique culturelle nous intéresse fortement, outre l'approche de la base du sommet à la base bottom-up. Nous sommes également intéressés par l'inverse. Nous collaborons donc avec le Arts Council au Royaume-Uni, avec qui nous avons conçu une politique en la matière et avec des résultats très encourageants au cours de ces 6 dernières années. Le domaine de la culture au Royaume-Uni marque une réduction de l'impact carbone de 60% et des économies très importantes.
Voilà, très brièvement, certaines données très pratiques. Notre objectif, je se résume dans le soutien de la culture, soutien à la culture et à l'art pour pouvoir modifier cet imaginaire sur lequel nous nous sommes basés pour créer un mode de vie et offrir un modèle très pratique, proposer un modèle pratique pour voir comment nous pouvons changer nos mentalités, ces mentalités. Maria, l'année dernière, tu as fondé On Material, cette plateforme. Pourrais-tu nous présenter les actions de cette initiative et quelle est ta vision? Bonsoir, merci Marc, merci également à l'Institut français pour cette invitation. Comme tu l'as bien dit, On Materials a été fondé en décembre 2018 et ce, grâce à une bourse du Robert Bosch Cultural Change. Et à partir de cette idée que nous avons développée, nous avons pu, 6 mois après, la présenter au public. Je dirais que nous sommes encore dans une phase pilote, mais nous avons des résultats concrets. Au début, il s'agissait d'une plateforme qui se fondait sur le cycle des matériaux utilisés dans les différents spectacles de théâtre, dans les expositions, dans les galeries et notamment dans des expositions plus commerciales. Et notre idée initiale était de réutiliser ces matériaux, de créer cette plateforme qui va les collecter, les rassembler, qui ensuite va les distribuer à d'autres organisations et organismes qui en ont besoin. Mais le fait que nous manquions de réseau, nous avons considéré au cours du premier semestre qu'il était nécessaire d'organiser une série d'ateliers pour sensibiliser le public, mais également pour se faire connaître et pour renforcer cette sensibilisation qui était nécessaire. Dans le cadre donc de ces ateliers, nous avons organisé ces ateliers intitulés Waste It or Want It, 3 ateliers plus précisément. Le premier a été organisé avec un espace ouvert de conception, le deuxième avec l'école des beaux-arts et avec Distant Bosch, un artiste hollandais. Et le troisième atelier a eu lieu dans les halles de Kypsalis et dans le cadre d'un festival, Zero Waste. À travers ces 3 ateliers, nous avons voulu montrer en pratique comment ces matériaux peuvent être transformés, recyclés, transformés en quelque chose d'utile et de créatif. Par la suite, nous avons conçu un programme d'une semaine et notre objectif pendant cette semaine-là était de voir comment cette plateforme peut fonctionner de manière très pratique sans se limiter uniquement au fonctionnement des ateliers de sensibilisation. Nous avons donc fait un appel ouvert à l'apport de ces matériaux. Nous avons également organisé des ateliers in situ avec des étudiants et avec une forme d'appel ouvert, nous avons voulu réutiliser ces matériaux et montrer le caractère circulaire de cette réutilisation des matériaux. L'objectif d'On Materials pour l'année à venir, c'est de poursuivre ces actions afin d'accroître notre réseau, d'accueillir de nouveaux membres, avec de nouveaux acteurs qui souhaiteraient réutiliser des matériaux de ce genre. Nous voulons également trouver un lieu, un site pour pouvoir collecter et stocker tous ces matériaux, mais notre objectif principal est
non pas de stocker ces matériaux, mais de pouvoir les réutiliser, les recycler pour les distribuer. Notre objectif est collecter, réutiliser, créer. Tu es donc experte en green touring, qu'on pourrait traduire en français par tournée bas carbone. Et tu travailles beaucoup au développement de projets culturels soutenables. Est-ce que tu peux peut-être présenter rapidement ton activité et nous parler de quelques projets et réseaux desquels tu fais partie ? Pardon. C'est bon. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Moi aussi, je suis là avec différentes casquettes. Tout d'abord, en tant que membre et collaboratrice du réseau On the Move, qui est un réseau d'information sur la mobilité. Ici, donc je vous ai fait une capture écran du site internet. Donc la mission première, c'est de pouvoir offrir de l'information sur toutes les possibilités de financement de la mobilité. Et vous trouverez également pas mal d'informations sur ce qui est les questions clés liées à la mobilité, comme les questions de visa, de taxation. Mais aussi, si vous allez sous le petit onglet à gauche, là, sur Hot Topics, vous avez un petit onglet qui est environnement et qui est, enfin comme c'est une capture écran, vous le verrez pas, mais vous pourrez aller voir. C'est un site qui est plein de. Enfin, pour moi, c'est vraiment presque mon livre de chevet, avec énormément d'opportunités. La deuxième casquette, c'est en tant que administratrice d'un réseau local en France qui s'appelle le réseau Éco-événements, le REV, qui est un réseau d'acteurs culturels, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de prestataires locaux, d'événements sportifs, des fêtes d'école. On a eu aussi un salon du mariage qui se rencontrent régulièrement et qui travaillent ensemble pour échanger des bonnes pratiques et créer aussi de nouvelles façons de travailler. Et la troisième, je voulais aussi mentionner un projet européen dans lequel je suis active et bénéficiaire. Je suis très contente d'avoir un collègue dans la salle d'ailleurs. C'est un projet qui s'appelle Jump, qui est mené par le MAMA à Paris et qui a aussi un partenaire ici à Athènes, la Athènes Music Week, et donc qui soutient différents projets dans l'industrie musicale. Et dans ce cadre-là, moi, je développe une sorte de boîte à outils à destination des musiciens et des techniciens en tournée pour mettre en place des pratiques durables dans ce contexte assez spécifique. Ok. On termine donc avec toi, Dimitri. Tu es artiste et tu as fondé il y a quelques années la structure Phoenix Athens, qui se trouve d'ailleurs tout près d'ici à Néapolé. Quelles sont les activités principales de Phoenix Athens et peut-être que tu peux aussi nous dire comment elle aborde les problématiques de soutenabilité. D'accord. Ça marche ? Bon, c'est bon. Bon. En premier diapositive, pour commencer, j'ai créé la galerie et la résidence artistique de Phoenix Athens, organisation à but non lucratif en 2017, suite à mes études de masters à Londres. Et puis, c'est mieux là. Et plusieurs visites en Grèce. Mon but était de créer un lieu de création et d'exposition en Grèce qui sera en phase avec la société et l'écologie athénienne. Personnellement, comme vous l'avez dit, j'ai eu une formation en art plastique, ainsi tant que paysagiste, et j'ai un intérêt vraiment à partager mes connaissances. Les deux espaces que vous voyez d'exposition, l'une est à gauche et l'autre à droite, permettent de faire une expo pour un artiste en résidence en parallèle avec les expos qui sont programmées sur l'année. En sous-sol de l'espace à votre droite, le nouveau Makerspace de 90 mètres carrés qui ouvrira ses portes en octobre.
Vous pouvez voir autour de la galerie les plans tempo qui sont un peu plus grands et nombreux aujourd'hui, que j'ai installés. Donc toujours l'intérêt vert, l'intérêt de partager ça. J'aimerais vous demander, alors je passe au prochain. Hop, voilà. J'aimerais vous demander tous par levée de main qui parmi vous pensiez que le bon design et l'art puissent répondre à l'urgence des problèmes écologiques de notre siècle. On n'est pas nombreux, on est un peu fous peut-être, hein. Mais c'est l'espoir qui compte, je pense, là-dedans. Si vous avez dit oui, vous êtes parmi les optimistes qui font confiance en l'intelligence humaine et les moyens, notamment que nous avons chacun d'entre nous pour résoudre ces problèmes à portée de main. C'est au moins un peu le rêve. Voilà une image des meubles que nous avons construits pour la galerie avec mon ami Michalis, cher ami, Phoenix Athens. Nous faisons beaucoup de bricolage. Nous réduisons, nous recyclons et nous remettons à neuf avec très peu, dans ce cas, très peu de matériel. Et dans ce cas, des palettes que l'on retrouve partout et gratuits. Voilà que Michalis nous montre que l'homme lui aussi est capable de faire deux choses en même temps, un main sur la tournevis et l'autre dans la boîte de vis. Voici deux images, donc atelier de création en collaboration avec Hora, lieu de sécours et de formation pour les immigrés, qui se retrouve aussi sur Asclepiu. Et puis, à côté de ça, l'atelier de Gwen McGregor, qui a travaillé sur des arbres tricotés, de sacs recyclés, dont elle a fait des ateliers avec la communauté, des ateliers publics. Phoenix Athens se repose sur les axes suivants, donc des expositions et des conférences, la résidence via Exarchia, des ateliers menés par des artistes en résidence ainsi que des artistes de la communauté athénienne, des collaborations académiques avec les universités internationaux et locaux et des collaborations avec d'autres entreprises et commerçants du quartier. Notre but, donc, c'est de créer le pont entre la communauté et les artistes. Ceci est essentiel, car ça permet à la transmission bilatérale et transdisciplinaire de connaissances en art et design, tout en partageant l'espoir et le nouveau regard que les artistes puissent apporter à la communauté, et vice-versa. À votre gauche, vous avez Mary Conroy, et dans le cadre de son expo Street Doves, un atelier qu'elle a fait, de petits pigeons en terre. À côté de ça, à droite, l'étude d'Exarchia par Lydia Deno, où on voit en fait les anarchistes, un peu la petite bourgeoisie du quartier. Bon, c'est assez marrant, c'est ludique, on s'amuse. Nous encourageons le savoir-faire dans la communauté ou le reskilling pour trouver un équilibre entre la pratique et la théorie dans l'art ainsi que la vie quotidienne des Athéniens. À gauche, on a l'atelier et l'exposition de l'artiste invité Paul Weil, ancien prof de l'école Fluxus, et son expo était intitulé Heads. Le nouveau projet Makerspace qu'on va commencer bientôt est lié à la patrimoine culturel grec et servira comme espace coworking, un lieu pour donner des ateliers en métal, bois et céramique, et aussi un point d'accès pour les artistes stagiaires à participer aux expos. Dans le dernier cadre, donc, je vous montre les deux expos liés à la thématique écologique Manifesto d'Ecologie, Manifesto of Ecology, à gauche, qu'on a fait en 2018, juillet 2018, et Urban Ecologies Flow en septembre 2019. Et ces deux expos visent donc à soutenir l'émergence d'une culture créative et plus consciente de l'écologie. Ils sont accompagnés par des ateliers publics sur les méthodes de production d'art durable. Les portes ouvertes pour Flow auront lieu mercredi le 25 septembre à 20h, dans une semaine. Et je vous invite tous à venir. Merci voilà. Dimitri. On voit assez clairement, je trouve, dans vos propos et dans les valeurs que vous défendez, que les enjeux de soutenabilité sont au cœur de vos pratiques.
Or, ces enjeux supposent un changement assez radical des structures sociétales, donc il me semble en effet assez crucial, comme vous le faites au quotidien, d'interroger la responsabilité du secteur culturel là-dedans. Et j'aimerais vous demander quels sont pour vous les défis majeurs que le monde de la culture doit relever pour justement répondre à ces enjeux de soutenabilité. Et je me tourne d'abord vers Maria et Dimitri, puisque vous travaillez tous les deux dans des galeries d'art, donc Phoenix Athens et State of Concept. Vous organisez donc régulièrement des expositions. Et comme je le disais au début, on peut légitimement s'interroger sur le poids de leur empreinte carbone, puisqu'elle suppose un transport, parfois depuis l'étranger, et puis parfois un contrôle de la température intérieure, l'impression d'un catalogue, et puis toutes ces œuvres sont exposées pour un temps limité alors qu'elles ont souvent une durée de vie qui est bien plus longue. Est-ce que tout ça pour vous, est-ce que vous diriez qu'il s'agit là d'un des défis majeurs auxquels vous êtes confrontés dans votre travail ? Question assez nouée. Mais donc, pour répondre à la question, Marc, on est très conscient des matériaux, je vais vous l'avouer. Les artistes, en fait, qu'on invite à faire des résidences, surtout dans le cadre des expos thématiques écologiques, bien sûr, on les encourage. Et en fait, on les choisit justement sachant si eux, ils sont disposés à se servir, à utiliser des matériaux recyclables ou écologiques ou qui n'ont pas trop, on va dire, d'impact de pollution potentielle. Donc c'est un peu la procédure de la sélection. De cette façon-là qu'on fait un peu le tri, si vous voulez. D'accord. Et toi, Maria? Pour ma part, je dirais que pour nous, le principal défi, étant donné que nous avons très peu de ressources, c'est de voir comment nous pouvons les répartir de manière pertinente afin d'éviter ce gaspillage. Au cours de ces 3 années où je travaille dans l'organisation, dans la gestion d'expositions, nous essayons de respecter, de suivre ce principe dans l'organisation d'événements. Nous proposons aux artistes de réutiliser des matériaux que nous avions utilisés dans d'autres expositions, notamment en matière d'installation. Et surtout en matière d'installation, nous essayons de réduire, tant que faire se peut, le transport d'œuvres d'art, soit en rassemblant toutes les œuvres d'art et en organisant un seul transport, et de manière générale, à toutes les étapes de l'organisation d'un événement, nous essayons de tenir compte de tous ces enjeux. Nous nous sommes concentrés donc sur la communication numérique, digitale. Malgré cet effort, nous manquons d'espace de stockage et nous essayons de trouver là, bien sûr, un équilibre. Au-delà du transport, un autre défi assez crucial dans le secteur culturel, c'est celui de la mobilité. Iphigénia, tu es membre d'un réseau européen, partenaire d'une organisation londonienne et tu organises des événements internationaux. Toi, Gwen, tu participes à plusieurs projets européens dédiés aux questions de mobilité en Europe. Est-ce que pour vous deux, cette mobilité internationale très forte dans le secteur culturel est compatible avec les enjeux de soutenabilité ? Alors, peut-être juste pour remettre un petit peu de contexte par rapport à ça, parce que quand on se pose cette question, je vais citer Marie Lesourd, la secrétaire générale de On The Move. C'est vrai que peut-être le vrai challenge là, c'est de comment arriver à positionner cette question vraiment de manière internationale.
Elle cite notamment une expérience lors de la rencontre de réseau ITM à Melbourne, où il y avait un événement, une conférence autour des questions de la mobilité soutenable, et où ils se sont retrouvés interpellés par des artistes d'Asie du Sud-Est qui leur ont dit, écoutez, c'est peut-être une discussion un petit peu auto-centrée au niveau du mode occidental, puisque nous à cause des problèmes de visa, de financement et parfois même d'infrastructures qui ne permettent pas de voyager d'une autre manière que par avion quand ils le peuvent, et d'une autre part où ce sont les premiers à être aussi impactés par les effets du changement climatique. Donc là, ça remet un petit peu aussi les perspectives différentes. Ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est qu'on a un vrai problème d'accès à l'information sur toutes les solutions qui sont mises en place. Peut-être quand on parle justement de Julie's Bicycle ou des contextes assez spécifiques nationaux, là, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a aussi énormément d'acteurs, même en Angleterre, qui n'ont pas forcément connaissance de ces possibilités-là, s'ils se posent déjà la question. Un autre aspect aussi, c'est quand on pense à la mobilité, on pense directement à l'avion, au voyage, mais il y a aussi tous les effets qu'on peut avoir au niveau local, une fois qu'on est sur place, combien de temps on reste, et toutes les pratiques qu'on peut avoir, même très simplement dans le choix de l'hébergement, dans le choix de l'alimentation qu'on va avoir. Ça, c'est aussi une réflexion qui peut être importante, puisqu'évidemment, on va pas demander aussi aux artistes d'arrêter de voyager, même si certains vont le faire de leur propre décision, mais ça reste quand même le moteur. Et peut-être en dernier, je dirais un des grands challenges aussi, c'est le soutien financier sur ces démarches éco-responsables. Si je prends le contexte français, il y a beaucoup de fonds qui sont alloués à l'action culturelle, mais très peu, voire pas, à quelques exceptions près, sur des démarches environnementales dans le secteur culturel. Je dirais que c'est un problème d'un certain point de vue, mais c'est un pseudo-dilemme, car l'impact global du secteur culturel ne résulte pas des transports et des déplacements. Cependant, lorsqu'on entreprend un voyage et qu'on souhaite qu'il soit soutenable, il faut bien fixer les priorités. Pour une grande partie de la culture, le problème, c'est l'énergie, les bâtiments. Il faut donc savoir jusqu'à quel point la mobilité, les transports font partie intégrante de l'échange culturel, de la création culturelle et artistique, et dans quelle mesure ceci peut être mieux géré. Par ailleurs, ce qu'on appelle de offsetting, de compensation, qui peut être une fausse justification ou même une bonne pratique, c'est-à-dire un organisme qui collabore avec des artistes, qui invite des artistes et qui voyage, et ceci fait partie de ses activités. S'il cesse d'exercer ses activités, il cessera d'exister. Donc, de quelque façon, ça a raison d'être. Donc, toute approche doit être fondée sur une réflexion qui permet de définir les priorités au cas par cas. Dans certains cas, nous proposons de faire un don, car il y a un calculateur de carbone pour les voyages. Et dans d'autres cas, il y a des organismes qui contribuent à la plantation d'arbres. Il est vrai qu'on opte pour une orientation et on essaye à chaque fois
d'établir un équilibre. Avant de poursuivre, est-ce que quelqu'un dans le public ou dans les réseaux souhaite poser une question, faire un commentaire? On a parlé du bilan carbone des événements et de la mobilité. Qu'en est-il d'Internet? L'impact du numérique ne cesse d'augmenter. Est-ce que ne sera pas aussi un défi majeur auquel réfléchir dans le milieu culturel? Et Oui, si tu veux. donc la question c'est, on a parlé du bilan carbone culturel et de la mobilité. Qu'en est-il d'Internet? L'impact du numérique ne cesse d'augmenter. Est-ce que ce ne serait pas aussi un défi majeur auquel réfléchir dans le milieu culturel? Alors, je suis pas du tout spécialiste de la question, mais travaillant dans l'industrie musicale, c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant de l'impact du streaming, qui dépasse la production de disques et de vinyle. Donc ça, c'est clairement aussi une question à se poser dans ça. Au niveau des organisations culturelles aussi, il y en a beaucoup maintenant qui repensent un peu leur rapport au numérique. À la fois en essayant d'en faire un meilleur usage, peut-être en essayant de sortir aussi des gros monstres qui sont YouTube, Facebook, et pour essayer d'avoir une pratique un peu plus vertueuse dans cet usage. Et il y a aussi des possibilités assez simples, mais des choses, des polices qui sont moins gourmandes de données, des pratiques les boîtes mail vertes. Voilà, des moteurs de recherche aussi qui sont éco-responsables, ou en tout cas. Donc il y a quelque chose qui se met en place, mais je crois que c'est vraiment quelque chose clairement à explorer et ça viendra dans les mois et dans les années à venir. Vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais que c'est une question culturelle beaucoup plus large et qui ne concerne pas seulement la culture et les arts. L'espace de l'art et de la culture, le domaine de l'art et de la culture peut, à travers sa capacité à transformer la réalité en quelque chose de plus abstrait ou concret, peut contribuer à modifier les paradigmes. Mais en aucun cas, il ne me semble qu'ils ne peuvent intervenir directement sur cette réalité qui ne dépend pas de chacun d'entre nous. C'est à nous, bien sûr, de voir si nous nous adonnons si nous succombons à une mode. Aiderait à démocratiser les choses, en fait. Aiderait en fait à encourager les artistes à prendre action sur le plan vert, sur le plan écologique. Donc je pense que ça peut être un outil comme vous l'avez dit. C'est parfaitement utile, je pense. Et on doit s'en servir, je pense, de l'Internet. Et pas en avoir peur et en fait l'utiliser. Ça me paraît pratique, ça me paraît normal. Je pense qu'on pourrait approfondir davantage cette discussion. On a identifié ensemble quelques problématiques clés du secteur. Et vous avez d'ailleurs commencé à donner quelques pistes de réflexion sur la manière dont ces questions peuvent être abordées. Compte tenu de votre expérience à tous, peut-être qu'on peut déjà mettre en lumière des outils concrets qui peuvent permettre de relever ces défis majeurs. Quels exemples est-ce que vous pouvez me donner de pratiques concrètes, d'actions tangibles qu'il est possible de développer dès maintenant pour améliorer la soutenabilité d'une structure, d'un projet? Est-ce que tu veux commencer? Je peux peut-être parler des pratiques qui ont été mises en place par le réseau On The Move.
Ou de ce que tu préconises le plus souvent aux structures que tu accompagnes? C'est un exemple aussi, parce que c'est assez parlant dans ce contexte. Par exemple, quand le réseau est sollicité pour intervenir, comme dans des événements ici, donc On the Move a commencé à mettre en place parfois des interventions par visioconférence, ou à solliciter ses membres, donc comme c'est le cas pour moi maintenant, mais soit pour des raisons plus de spécialité sur une thématique, soit pour des raisons géographiques. Pour une conférence aux États-Unis, on fera venir un membre local plutôt que de faire voyager quelqu'un pour traverser l'océan. Après, ce que moi je mets en place, avec les artistes avec lesquels je travaille, pour compenser les voyages qu'on ne peut pas éviter quand il faut prendre l'avion. On a mis en place une sorte de pratique pour les compensations carbone, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des gourdes sur lesquelles on ne fait pas de profit, mais le pourcentage, la marge qu'on arrive à faire dessus, on le reverse dans une cagnotte qui nous sert à soutenir des projets environnementaux dans les endroits où on va, et qui équilibre nos voyages. Alors, comme disait Iphigénia, je ne dis pas que la compensation carbone est une solution, mais par contre, ça peut aussi aider. Et là, ça permet... donc, on a rencontré le projet qu'on a soutenu, en l'occurrence, c'était sur l'île de la Réunion. On lui a permis de présenter son projet avant un concert. Et voilà, on l'a mis en valeur aussi via les réseaux sociaux de l'artiste. Donc c'est ce genre de pratiques qui sont pas forcément très compliquées, qui sont pas coûteuses et qui peuvent être mises en place assez rapidement et avoir un impact assez immédiat, ou en tout cas sur le court terme, pour des problématiques. Et tu me disais aussi ce matin que vous essayez justement avec certains groupes que tu accompagnes de peut-être voyager moins mais rester plus longtemps pour maximiser justement l'impact. Ouais. Alors ça, c'est pas possible avec tout le monde parce qu'il y en a qui peuvent pas se le permettre. C'est sûr qu'en période de tournée, de sortie d'album, s'ils sont sollicités pour tourner tous les jours ou tous les 2 jours, on n'a pas ce luxe-là. Mais avec certains, oui, soit on a décidé de travailler plus localement aussi, d'essayer de faire des dates en France ou en Europe et de voyager en train, ou de partir. Donc là, je pense l'exemple que tu évoques, c'est une résidence sur l'île de la Réunion, pour laquelle on est resté 1 mois sur place, donc avec des concerts, une période de résidence, mais aussi des ateliers avec des enfants, avec des personnes sur place, où on a fait une sensibilisation aux instruments, des fabrications d'instruments, des ateliers d'action culturelle dans les écoles. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place aussi en partenariat avec les structures accueillantes. Et par ailleurs, on a aussi une pratique où on essaye de limiter au maximum l'impact qu'on va avoir dans les endroits où on va, c'est-à-dire qu'on a des tournées sans plastique, on est tous végétariens en tournée, on réfléchit aussi à ce qu'on consomme sur place. C'est des choses qui peuvent paraître aussi assez évidentes pour une pratique individuelle. Et Maria, si Pia Ergalia. Maria, quels sont les outils que tu promeus? Comment une initiative culturelle peut, par exemple, demain changer ses pratiques grâce à cette plateforme? En fait, ce que veut faire la plateforme, c'est de créer un réseau. Un réseau avec des acteurs d'art et d'art contemporain de plus petite taille, mais également des grands organismes. Et ce que nous souhaitons tout d'abord, c'est de mettre en place ce réseau et d'arriver à réaliser cet usage circulaire des matériaux. Mais pour y arriver, nous allons poursuivre l'organisation d'ateliers, car je considère qu'un des outils fondamentaux pour arriver à notre objectif, ce sont ces ateliers créatifs qui vont montrer en pratique
ce qu'est la réutilisation et le recyclage des matériaux. En tant que coordonnatrice, je dirais que, et en tant que commissaire d'exposition, je pense que dès le départ, nous devons réfléchir sur la collecte et la réutilisation des matériaux en les brisant, les cassant, en changeant le design éventuellement en matière de construction des installations. Je pense qu'une consommation responsable du point de vue des artistes va contribuer à réduire cet impact. Tu essayes de développer à Phoenix Athens pour améliorer la soutenabilité non seulement des projets que vous organisez, mais aussi de la structure en général. Oui, j'aurais bien quelques mots à dire là-dessus. Je pense que en ce qui concerne l'art elle-même et ce qu'elle peut rapporter aux autres est en début symbolique. Hein. Il y a quelque part cette idée concrète de ce qu'on peut faire, bien sûr, avec un empreinte de carbone moins élevé ou mitigé, peut-être, ou en faisant d'autres choses. Mais dans le royaume un peu de l'art, il y a à peu près trois choses. Il y a trois variétés, trois choses qui peuvent, trois formes d'art, je pense, qui touchent sur des différents points dans l'écologie. Il y a le métaphore au milieu, un peu de ce que l'écologie peut être, ce qu'elle peut rapporter. Il y a le conceptuel, donc le vidéo par exemple, et puis il y a le design et l'art en fait qui fait vraiment, qui jouxte vraiment sur des actions dans l'environnement. Donc on avait vu avec Joseph Beuys par exemple à l'époque où il avait planté des arbres qui faisaient en fait vraiment une action qui aurait sur le long terme une valeur potentiellement économique et qui renverserait tous ces ordres et toutes ces règles d'économie. Mais du coup, la question, c'était vraiment qu'est-ce que toi, tu mets en place concrètement dans la structure, au-delà, tu vois, du message artistique ou tu vois. Oui. Donc, nous, ce qu'on s'efforce de faire, en fait, c'est d'utiliser souvent ce qu'on trouve tout simplement. Le projet de Paul Weil, par exemple, avec les têtes, il n'y avait pas de cuisson pour cette terre qui servait à faire ces sculptures de buste. Donc, aucun emprunt carbone, à part, on va dire, le travail des gens qui s'exerçaient et qui mettaient de la chaleur. Je trouve que le débat, en fait, on peut parler souvent de l'économie, mais en fait, et de l'écologie, mais ce qui est important dans l'art, en fait, c'est souvent justement ces gestes. Et cela, en fait, joue sur aussi le concept de l'écologie sociale. Et nous avons bien sûr une écologie sociale qui a, en partenariat avec d'autres résidences et d'autres art space à Athènes, une autre forme de solidarité. Il y a une sorte de démocratie et une sorte d'économie qui se base sur d'autres règles que celui de la bourse, par exemple. Et c'est important, je pense, aussi de penser à ça, tout simplement, en se disant, bon, qu'est-ce que je fais concrètement? Je vous répondrai qu'on a les résidences, bon, pour payer, bien sûr, pour les charges, etc., et pour continuer le message, de partager le message de l'écologie. Donc, quelque part, nous avons notre stratégie, nous avons notre formule avec Phoenix Athens. C'est pas parfaitement en ligne avec les justificatifs d'un business, de la gestion, mais bon, c'est un peu, disons, ça peut marcher aussi. Il y a d'autres moyens aussi, avec les ventes éventuellement aussi. On arrive à faire le boucle. Ωραία. Mais oui, bon. Απλά πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, εσύ Φιγένια, θέλω να ακούσω και... Avant de passer aux questions, Figenia, quel est ton point de vue? Car je sais que tu as une longue expérience. Quels sont les outils qui, selon toi, sont
utile et performant. J'essaierai d'être précise. Aujourd'hui, concernant la question qui nous préoccupe, il y a un aspect positif et un aspect négatif. La question du changement climatique est désormais à la une de l'actualité. C'est une question dominante. C'est un aspect positif. L'aspect négatif, c'est que quelquefois, plus on parle d'une question, certains ont l'impression que ceci se transforme de manière magique en action. Pour ce qui me concerne, l'important est de pouvoir dire ce que l'on fait concrètement. Je pourrais, par exemple, vous citer de nombreux exemples issus de nos projets au Royaume-Uni, mais puisque nous sommes en Grèce et nous venons d'achever 2 années de collaboration avec la Fondation Stay et de la Fondation Onassis, je vous proposerai, je vous inciterai de consulter la présentation de la Fondation Onassis qui montre bien comment la Fondation a intégré de manière unique et modèle dans toutes ses activités et dans toutes les phases de son fonctionnement, c'est-à-dire depuis l'administration au quotidien, au mode de fonctionnement des bâtiments, jusqu'à la philosophie générale de la programmation. C'est un exemple modèle pour moi. C'est un organisme qui a décidé d'entreprendre cette initiative en Grèce où ce genre d'initiative, ces choix verts écologiques sont peu nombreux. Je dirais pour ma part que ce qui importe, c'est de pouvoir transformer tout cela en action, d'avoir un résultat concret, mesurable, et de pouvoir démontrer que l'on réduit l'impact négatif sur la société et que l'on accroît l'impact positif pour la société. Questions, réponses, réactions? Bonsoir, je m'appelle Vassilios Laopoulos. Je suis fondateur et président d'une petite association à but non lucratif, Culture Police, qui est établie à Kerkyra, à Corfou, et qui se focalise sur l'innovation et sur la culture. Et nous essayons de prendre plusieurs activités en Grèce et en Europe. Après les excellents exemples que l'on a pu entendre, j'aimerais vous faire part de mon point de vue. Je pense que les interventions, les initiatives des organismes et des galeries ne sont qu'une goutte dans l'océan. Ce qui importe, c'est de pouvoir sensibiliser le public, les organismes, tous les acteurs et organisations, car là, se trouve une force très importante. Nous avions un incubateur Citizen Artisan qui a présenté le concept de l'artiste citoyen. Et la tendance aujourd'hui est que les artistes sont conscients de leur rôle sociétal qui consiste à sensibiliser le public, les citoyens, et de transmettre ainsi le message au lieu de réduire un peu l'usage de matériaux, par exemple. Pour vous citer un autre exemple grec, il y a quelques mois, un groupe Aegean Breathe qui nettoie les fonds de mer a trouvé les restes d'une décharge. Comment cette
Cette association a été renommée sur le site Internet. Ça fait une réputation car DiCaprio en a parlé sur le site Internet de manière défavorable. Je dirais toutefois que les artistes, grâce à leur pouvoir, peuvent exercer une influence sur la public, sur la société. Je suis d'accord, et en même temps, on ne peut pas non plus mettre toute la responsabilité sur les artistes. Je pense que des endroits comme les festivals sont des endroits fabuleux pour toucher un grand public, et du coup, c'est en travaillant tous ensemble, que ce soit les artistes, mais aussi les organisateurs, les sponsors, les personnes qui vont être au bar, qui vont financer les acteurs de la société civile, les associations, en se mettant tous ensemble dans des événements comme ça. Là, oui, effectivement, on peut toucher tout un public. En ce qui concerne l'artiste, moi, je crois vraiment que ça reste une décision personnelle. Un artiste qui souhaite le faire peut, mais tout le monde n'a pas forcément envie aussi d'être exposé sur les réseaux sociaux notamment. Je pense que dans le milieu de la musique, on parle peut-être des pratiques soutenables, mais il y a un vrai problème aussi de santé mentale de certains musiciens qui souffrent beaucoup de ça. Donc je crois que mettre une pression supplémentaire, ça peut aussi être contre-productif. Mais je comprends bien votre point de vue, hein, mais c'est le jeu du débat. Donc je me permets aussi cette réflexion. Άλλη ερώτηση. Autre question? Quelque chose qui vous semble important, nous parler peut-être, il nous reste quelques minutes, d'un projet sur lequel vous travaillez en ce moment et qui illustrerait bien ce dont on est en train de parler. Εφόσον έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να πω, φυσικά συμφωνώ. Étant donné qu'il nous reste encore quelques minutes, je dois dire que je partage le point de vue de M. Laopodis, mais toutefois, il y a certaines choses, mais plusieurs fois dans la vie, il faut choisir. Et lorsque cela concerne la question d'une approche respectueuse de l'environnement, nous pouvons faire les deux. Il y a des artistes très actifs, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, il y a d'autres artistes qui entreprennent des projets avec un contenu environnemental. Il y a d'autres artistes qui ne sont pas intéressés par cet aspect de l'environnement. Je veux dire par là qu'heureusement, un organisme peut réduire l'usage de papier et par ailleurs, un artiste comme Emma Watson peut en même temps profiter de sa réputation pour promouvoir cette question. Par conséquent, tout le monde peut être utile, tout le monde peut contribuer. J'aimerais dire que je partage le point de vue de M. Laopodis. Comme Iphigénie l'a bien dit, il y a des artistes qui, dans leur pratique quotidienne, soulèvent les questions écologiques. Cependant, je crois que nous devons nous organiser de manière beaucoup plus large en ne se limitant pas à l'individu, ce que nous tentons de faire de toute façon, mais je pense donc que petit à petit, les acteurs, les organisations doivent développer une politique plus respectueuse de l'environnement dans la gestion de leur quotidien, comme c'est le cas de STEG, de la Fondation Onassis. C'est peut-être pas le cas pour des petites organisations, de petits acteurs, mais c'est une approche qui doit se mettre en place petit à petit. Pour ce qui est de la plateforme, vous pouvez nous suivre et vous adresser à nous si vous voulez jeter des matériaux. Allez.
Je pense que la solidarité entre les artistes, entre les gens en général, pour cette cause, c'est une chose à encourager, bien sûr. Et puis, je suis ravi d'avoir participé à ce discours avec vous. J'ai beaucoup appris et ça me fait plaisir aussi de partager mes connaissances et l'expérience extraordinaire de Phoenix Athens que j'ai vécue jusqu'à présent. Il y a toujours des challenges, bien sûr, mais il y a une force symbolique dans l'art qu'il ne faut pas oublier et qui est très vitale, en fait. Très vitale, c'est vital, on va dire, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est essentiel de garder cet espoir, de maintenir cet espoir dans l'art et tout ce que ça peut permettre, justement, à cet échange. Très bien. Oui, bien, Dimitri, Maria, Gwen et Ifigenia, c'est déjà l'heure de clore ce dernier plateau média. Merci à vous quatre d'être venus partager vos expériences et vos pratiques tout au long de cette conversation et j'ai envie de dire de cette exploration du champ des possibles. Espérons que de plus en plus de professionnels du secteur intégreront ces outils. Merci également à tous d'être venus nous écouter et échanger avec nous. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des 3 plateaux du cycle Art et Écologie sur le site internet de l'Institut français. Très belle soirée à tous et à bientôt.